Bienvenue au premier épisode du podcast Dano en chantier. Alors, j'avais le goût de documenter mon processus de création de mon nouveau one-man show. Puis, je me suis dit que j'ai pas le budget d'engager quelqu'un qui me filme en coulisses 365 jours par année. Mais j'ai accès à un studio de podcast. Je me suis dit, pourquoi qu'on ne documenterait pas ça au travers d'un podcast? Fait que pour ceux qui trippent sur l'humour, ceux qui aiment ce que je fais, voici le processus, la démarche de mon one-man show sous plusieurs épisodes de podcast. Puis comme je voulais pas être la personne qui me pose mes propres questions dans mon propre podcast, j'ai invité un de mes amis qui est de l'extérieur de l'humour, mais qui aime beaucoup le milieu de l'humour. Et il s'appelle Sébastien Buisson. Bon matin, Sébastien. Bon matin. Parce qu'on enregistre le matin, cet épisode-là. Ah oui. Mais pour ceux qui l'écoutent, ça peut être n'importe quand. Fait que Sébastien, de l'extérieur, ou si je parle d'un sujet qui est trop niché à l'humour, exemple, je sais pas, moi je dis, ce soir-là, il y avait beaucoup d'hecklers. Puis là, tu me dis, Étienne, tu veux-tu préciser c'est quoi un heckler? Fait que t'es là pour ça en même temps. C'est bon, ça. Ça te va? Merci, Oui. merci d'avoir accepté. Moi, j'étais tellement content quand tu me demandais ça. J'ai dit, déjà de documenter ton show, Ouais. ton processus, c'était venu d'où, mettons? Parce que j'ai pas vu ça souvent, mettons, dans les podcasts. En fait, comme je dis au début, mon rêve, c'est ça de documenter. D'ailleurs, je l'annonce tout de suite, mais c'est Olivier Magnan qui réalise le podcast en ce moment. Puis j'annonce déjà à Olivier que je veux qu'il vienne me filmer à Trois-Rivières. Faire un truc spécial que je vais faire durant le spectacle de Pierre Hébert. OK. Fait que je l'annonce. Puis en plus, Oli, il reste à Trois-Rivières. Mais j'en parlerai plus tard dans le podcast, c'est quoi, là? Je veux pas voler de punch. Fait que moi, je trippe sur un gars sur les médias sociaux qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, mais comme son nom de famille est difficile à prononcer. Gary V. Ouais, c'est ça. Son surnom, c'est Gary V. Tu vas aller suivre sur Instagram, TikTok, il est vraiment bon, YouTube. Puis lui, il dit, si tu veux faire parler de toi, peu importe c'est quoi ta business, tu es un courtier immobilier, tu as des résidences de personnes âgées, tu as ta propre entreprise ou un artiste. Donc, je suis un artiste, puis tu veux vendre des albums de musique ou vendre des billets de spectacle, te faire connaître plus, participer à d'autres événements, ben documente le plus possible ce que tu fais, ça intéresse plus de gens que tu crois. Un peu comme une télé-réalité que c'est toi qui produis, mettons. Ouais. Fait que, puis mets plein d'extraits sur les médias sociaux. Au lieu de te casser la tête à dire, hey là, c'est quoi la capsule d'humour que je préfère sur les médias sociaux aujourd'hui, ou des trucs de même. Documente ce que tu fais au quotidien, puis ça intéresse plus la personne que tu penses. Fait que Gary V, lui, j'ai lu plusieurs de ses livres, je le suis sur les médias sociaux depuis longtemps. C'est ce qu'il suggère. Fait que là, on avait accès à un beau studio qu'on a parti ensemble, d'ailleurs, puis on parle tout le temps d'humour, toi puis moi, fait que c'est de là que c'est parti. Mais dans ces processus-là de documenter, qu'est-ce qui t'a fait accroître? T'as-tu connu Gary V avant ou c'est un processus de quelqu'un qui t'a fait connaître, qui dit, lui, il documente, puis ça donne un résultat, puis ça t'a fait connaître Gary? Ou, Non, j'ai connu Gary Vaynerchuk avant. Premier? Mais j'ai vu des gens, j'ai pas des noms nécessairement qui me viennent en tête, mais j'ai vu des gens qui ont dit, hey, moi, c'est grâce au truc de Gary V que j'ai réussi. Il y a un gars que j'aime beaucoup, que je suis depuis un peu moins longtemps que Gary V, qui s'appelle Tim Hayden, H-A-I-D-E-N. Puis lui, à 45 ans, il a vendu sa maison. Puis son rêve, lui, c'était de partir son brand de montres. Lui, il trippe sur les montres, puis il voulait partir sa propre marque de montres. Puis lui, l'idée, il est venu de tout documenter grâce à Gary V. Là, ça me gosse parce que pour embarquer dans ce processus-là, vu que j'aime ce gars-là et je le suis à cette heure, je me suis acheté une de ses montres. Mais aujourd'hui, j'ai mis ma Apple Watch. J'ai pas mis la montre de ce gars-là, mais dans un autre épisode, je la mettrai. Et qu'est-ce qu'il a fait pour documenter et se rendre... Tout. Là, tu dis qu'il a vendu sa maison? Oui, il a vendu sa maison. Ça, il l'a documenté. OK. Ouais, là, il s'est loin d'un appartement avec son gars dans sa cuisine. Les premiers envois, il s'est filmé les emballés. Un qui est bon au Québec, c'est François Lambert. François Lambert, mettons, il a dit hey, moi, je vais commencer à faire de la barbe à papa. Ouais. Tu comprends? Oui. Ben, il s'est filmé en train de magasiner des machines à barbe à papa. Puis à tous les jours ou presque, il fait des lives sur comment se passe sa journée. Puis il donne son opinion sur beaucoup de sujets aussi. Là. Il documenter, donner son opinion, c'est deux bonnes idées aussi. C'est juste que des fois, ça charcute plus ton audience quand tu donnes ton opinion aussi drastique que François. Mais lui, il assume puis il est bien là-dedans. Mais c'est ça, lui, il dit, moi, je magasinais des machines à barbe à papa. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y a un gars qui avait le monopole au Québec. Puis là, il a fallu que j'aille l'acheter ailleurs parce qu'il voulait pas m'en vendre. Puis blablabla, tu sais. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Là, c'est ton 3e one-man show. Ouais. Ben, en fait, si on fait que j'ai fait des heures un peu par-ci, par-là,
comme pendant la pandémie, j'ai fait un projet qui s'appelait Incomplet. Là. Ça, OK, je peux te compter ça. Oui, vas-y. Incomplet, j'avais une nouvelle heure, mettons, que j'avais écrit juste avant la pandémie puis pendant la pandémie. Puis là, un moment donné, j'écoute à CFNJ, la radio de la Nodière. J'écoute CFNJ, puis là, c'est les nouvelles locales. Ouais. Puis là, il interview le responsable de la salle de spectacle Hector Charland. Okay. Parce qu'il y a un nouveau règlement, étant donné que c'est la pandémie, 250 personnes, pas plus, dans la salle, avec des espaces entre les personnes. Tu me suis? Oui. Fait que là, le monsieur qui s'occupe d'Hector Charland, il dit, moi, je suis pas vivable. Tu sais, je peux pas, c'est pas rentable, excuse. Il dit, c'est pas rentable, 250 personnes. Fait que les spectacles qui sont sold out, je vais attendre que les normes, les règlements tombent puis qu'on soit à pleine capacité avant de... On va reporter ces shows-là. Là. Oui. Tu sais, Mariana Mazza est toujours sold out. Fait que tant qu'à la mettre devant 250 personnes, je vous demande d'être patient puis quand les salles vont rouvrir, ça va être là son spectacle. Oui. Et là, moi, j'écris un post en me servant de ce que lui il dit parce que sa réflexion n'est pas folle. Mais pour ceux qui sont sold out, mais il y a bien plus d'artistes qui sont pas sold out qu'il y en a qui le sont. Oui. Tu comprends? Oui. En musique, beaucoup, en danse, en théâtre, puis en humour. On pense tout le temps de l'extérieur que les humoristes, ils sont full cash. Il y en a 30 au Québec qui sont full cash. Ouais. Mais on est 300. Fait que c'est juste 10 %. Tu comprends? C'est ça que des fois que les gens, ils réalisent pas. Fait que je fais un post Facebook en blague. Hey, moi, je lance un spectacle qui s'appelle Incomplet, parce que moi, je suis jamais sold out. Moi, je vais y aller dans les salles à 250 places. De toute façon, je suis jamais complet. Hey, le post avait tellement pogné, même Martin Matt avait commenté. Je capotais, ça voulant dire, j'essaie de niaiser ton idée. Puis, il y a 5 salles de spectacle qui ont embarqué. OK, c'est bon. Qui m'ont écrit, puis ils ont dit ça marche. Surtout dans un texte, c'était difficile. Là. Fait que là, c'est mon 3e. Tout ça pour te dire que c'est mon 3e one-man show que je sors, mais il y a eu... C'est comme le 3e et demi, parce que j'ai fait celui-là 5 soirs, qui est pas du matériel que j'avais dans mon 2e show, puis qui ne sera pas du matériel que j'ai dans ce 3e show-là non plus. Okay? Puis en plus, c'est quelque chose que je pourrais continuer de faire, mais que je me sens moins proche parce que je parlais de toutes les conséquences de la naissance de ma fille, surtout durant la pandémie. Okay. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait, il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait des spectacles sur avoir un enfant. Mm-hmm. Mais moi, je parlais pas tant de... J'avais un petit 5-10 minutes sur c'est quoi avoir un enfant, mais après ça, c'est quoi les conséquences? C'est-à-dire que depuis que j'ai un enfant, je me soucie plus de l'environnement. Et là, j'avais un numéro sur l'environnement. Depuis que j'ai un enfant, je me suis acheté une maison. Fait que j'ai un numéro sur l'achat d'une maison, mais toujours en pensant que je viens d'avoir un enfant. Tu comprends? Mes décisions étaient en conséquence de je viens d'avoir un enfant. Fait que ça, c'était comme mon 2e et demi, mettons. Ouais. Ce podcast-là. Petite parenthèse aussi, les humoristes. On dit souvent, les humoristes, c'est les artistes qui font le plus d'argent au Québec. Mais comme je dis, il y en a juste 10% des humoristes. Là. On est une méchante gang là, à pas faire des millions. Là. Même à l'Union des artistes, j'ai vécu ce préjugé-là. Je suis allé à l'Union des artistes, puis la personne qui travaillait, tu vas me dire, c'est juste une personne sur le nombre d'emplois qui est là, mais pareil, elle dit, de toute façon, vous autres, les humoristes, ça va bien. Ouais. Tu comprends? Non, j'ai besoin, je suis en précarité plus que tu penses. C'est pas parce que mon poste est ça, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment plate. Je trouvais ça plate, d'autant plus où... des fois, ils disent « Hey, là, il faut aider les comédiens, il faut aider les ci, il faut aider les ça. » Puis, tu sais, ils disent souvent « Hey, il faut garder le doublage québécois en vie au Québec. » Ils sont rien que 30. Ouais. Ils sont juste 30. C'est une chasse gardée. Ils sont aussi dans le même problème que les humoristes, mais eux autres, il fallait les défendre. Mais moi, l'humoriste qui a de la misère à gagner 40 000 par année, moi, c'était pas grave. Ouais. Tu comprends? C'était pas grave. Mais le doublage québécois, qui en a juste 30, puis c'est une chasse gardée. Moi, je suis déjà allé à un tournage de doublage québécois parce qu'il y avait un monsieur super sympathique qui s'appelle Sébastien Davernas, qui, lui, réalise des doublages québécois. Il m'avait amené voir une journée que ça avait de l'air. Les autres comédiens qui me rencontraient faisaient « C'est qui, lui? D'où qui sort? » Ils protègent tellement leur job parce qu'il paraît que c'est payant. J'ai aucune idée c'est quoi le salaire, mais il paraît que c'est payant. Fait que, ça me fait rire toute cette cafarnaum-là. Fait qu'il y a des préjugés dans tout, puis il y a même des préjugés sur le fait que je suis supposé de gagner 500 000 par année parce que je suis humoriste. Je dis pas que je gagne pas bien ma vie. Moi, je suis heureux. Moi, juste payer mon loyer avec mes jokes, juste ça me rend heureux. Ouais. Moi, de l'extérieur, quand on avait déjà parlé, mettons, tu me dis, Sébastien, à soir, je m'en vais à une soirée d'humour
Trois-Rivières, à Québec. Ouais, As-tu de faire de la route avec moi? Tu sais? Ouais, Fait que, ouais. tu sais, j'embarque avec toi, puis on y va. C'est. À un moment donné, tu m'avais déjà partagé comment. Où c'est en bas? Non, mais comment est-ce que vous êtes payé, mettons, pour une soirée d'humour, mettons? Tu Ouais. sais, quand vous allez dans un line-up, là, quand vous Ouais, allez ouais. dans. Ben, je te dis, ben non, tu peux pas te déplacer pour ce montant-là, mettons. Ouais, ouais. Tu sais, Toi, t'en revenais pas. moi, j'en revenais pas. Ouais. Tu sais, quand on va voir une soirée, n'importe où, tu fais une première partie ou n'importe quoi, je me dis, Ouais. Colin, faut que tu en fasses dans une semaine. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, c'est pas tout le temps, c'est pas des temps des montants ce que les gens peuvent penser. Non. Comme tu dis, je comprends qu'il y a 10% des humoristes qu'on voit rouler en salle, qui ont La salle est sold out. sold out, qui roulent 3 à 4 shows par semaine à travers le Québec, puis Ouais. ça roule. Là. Ouais, ouais. Ça, je comprends. Les autres font 30 000 par semaine. Oui, c'est ça. Tu comprends? Mais c'est Mais- pas tout le monde. Ceux qui font de la route, puis ceux qui vont faire ces premières parties-là, puis ceux qui Ouais. vont aller dans des soirées d'humour. Pour ceux qui ne savent pas, une soirée d'humour, environ 4 à 5 humoristes. Ouais. Il y a quelqu'un qui anime. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui gagne un peu plus cher à la fin, des fois, parce qu'il fait le headline. Ouais. Fait que. Ben, on va les dire. Tant qu'à appeler ça le Dano en chantier. Ben, souvent, quand il y a une soirée headline, c'est que c'est un headline, c'est la personne, la tête d'affiche de la soirée Ouais. d'humour. Elle va faire un petit peu plus long, une demi-heure ou 45 minutes. Dans le temps, c'était beaucoup 45 minutes. À cette heure, c'est une demi-heure. La raison pourquoi on a raccourci le temps, c'est parce que des fois, les soirées d'humour finissaient trop tard. Fait que t'as de la misère à ramener le monde la semaine d'après parce qu'ils ont fait hey, c'était bien le fun, le show, mais là, je suis revenu à tout à l'heure chez nous. Puis l'autre raison aussi, c'est qu'ils ont voulu baisser les cachets. Fait qu'ils ont dit, si on demande 15 minutes moins long, on va pouvoir donner moins d'argent à celui qui headline ou celle. Celui ou celle qui headline. Fait que ça tourne entre 300$ et 400$ Ouais. pour faire une demi-heure. 300$ et 400$. Quand j'ai commencé, il y a 20 ans, c'était 10$ la minute qu'ils appelaient ça. Fait que si tu faisais entre 10 et 15, ils appelaient ça une première partie. Entre 10 et 15, donc, entre 10 et 15, c'est quoi le chiffre du milieu? C'est 12 minutes et demie. 12 minutes et demie, à 10$ la minute, ça fait 125$. C'était ça le raisonnement. OK? Fait que tu gagnais 125$. Puis aujourd'hui, la première partie dans un bar, un numéro là, d'une place rodée, là, Ouais. pas à Montréal, là, mais en région, c'est ça environ 125$. Puis un headline, c'était encore. Fait que v'là 20 ans, c'était 10$ la minute. Mhm. Aujourd'hui, c'est 10$ la minute. Là, v'là 20 ans, il y avait beaucoup de soirées qui le payaient Ben oui, under table. En coupon. Puis Ouais. en coupon de bière aussi. Non, mais je voulais le dire, là, vu que ça ouais. fait plus de 20 ans, on se fera pas ramener par l'impôt, mais il y en avait beaucoup qui c'était en lousse. En fait, c'est qu'il n'y avait pas de facturation dans le temps. Non. C'était lousse dans les bars. Là. Même le cover, il n'y a personne qui comptait le cover dans le temps. Là. Ça coûtait 10$ à la porte, c'était tout de l'argent en cash. Personne ne payait avec sa machine Interact dans le temps, fait que c'était plus facile de faire cette passe-là, mettons. Mais à cette heure, tout est déclaré. Puis, fait qu'il y a 300$ déclarés pour aller faire une demi-heure en Beauce, là. C'est ça. C'est du stock. Là. On peut mettre nos dépenses là-dessus, là, mais il y a trop bien des limites. Puis, à Montréal, il y a des soirées de rodage. Il y a des soirées d'open mic où il n'y a pas de salaire. Il y a des soirées de rodage, c'est de la bière puis 25$. Il y a des soirées de rodage, c'est 50$. Puis au bordel, mais c'est une centaine de dollars pour faire un 10 minutes. C'est ça que ça ressemble les cachets. Fait que finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution en 20 ans. Non, mais il y a eu beaucoup d'évolution sur certaines choses. Là, il y a beaucoup d'évolution sur l'humour. Parce qu'il y a beaucoup plus de soirées d'humour. Oui, solide. Hey, moi, j'étais tout seul dans le temps au pub Saint-Cyboire. Moi, c'est moi qui ai parti les mardis de l'humour au pub Saint-Cyboire. Hey, on n'embarquera pas dedans, on fera un épisode juste là-dessus. Juste là-dessus, hein? Ça m'intéresse. Puis, on était la seule soirée d'humour à Montréal. Puis moi, je me disais, hey, une soirée d'humour à Montréal. Moi, je voulais pas partir les mardis de l'humour de Saint-Cyboire parce qu'il y avait déjà une soirée d'humour en disant, il peut pas avoir 2 soirées sur l'île. À cette heure, je pense qu'il y en a 70. Le jockey, c'était-tu après? Le jockey, c'est bien après. Bien après. Bien après? Ouais, bien après. C'est un nom que j'entendais. Bien après. C'est Phil Roy. C'est Charles Deschamps qui était copropriétaire du jockey, qui rêvait de faire de l'humour, qui, je sais pas par où connaissait Phil Roy, puis il a parti la soirée avec Phil Roy. Puis chez Maurice. Chez Maurice, ça existait avant. Avant? Mais là, je te parle de l'île de Montréal. Oh, l'île de Montréal. Chez Maurice, ça fait c'est la plus vieille. Okay. C'est la plus vieille soirée d'humour au Québec. Ça, c'est à Saint-Lazare. Le premier animateur, c'est Martin Matt. Après ça, il y a eu Sylvain Larocque. Il y a eu Louis-José Hood qui a animé. Patrick Groux, Stéphane Fallu. Il y a eu Pierre Hébert. Il y a eu... il y en a eu énormément. Moi, je l'animais. L'animais, moi aussi. Là, le show que tu es en train de monter, c'est de l'autoproduction. Ouais, exact. Les deux pour ça, je premiers l'ai shows... documenté. C'est une des raisons pourquoi je l'ai documenté, c'est parce que c'est de l'autoproduction. Je voulais montrer comment je fais mon processus. Comment ça a commencé le premier show, mettons? Ouais. Le choix du nom, je vais aller là-dedans, là. Le choix du nom, le matériel, est-ce que c'est tout le temps au choix
de l'humoriste ou il y a une partie que la production s'emballe un peu? C'est une bonne question, ça. Ben, c'est parce que moi, je te connais. Mettons, non, mais je parle au début de le premier spectacle. Ouais. Tu venais de sortir de mon En route vers mon premier gala. Ouais. Là, tu gagnes En route vers mon premier gala. Ouais. Il y a une production qui décide d'investir de l'argent. C'est moi qui les ai approchés. C'est toi qui les as approchés? Ouais. Tu as commencé avec qui? Je suis dans un tournoi de golf. Je vais te dire d'où ça part. Je suis dans un tournoi de golf invité par Pierre Hébert, qui était dans le temps avec une compagnie de gérance qui s'appelait Fais pas le fou. OK. François Simard, il y avait Philippe Bande qui était géré là, entre autres. Tu vas comprendre pourquoi je dis Philippe Bande. Parce que Philippe Bande était chez Evenco. Oui. Fait que François Simard organise un genre de petit tournoi de golf. On est peut-être une cinquantaine. On n'est pas beaucoup. Beaucoup d'humoristes. Puis là, on joue la game entre humoristes. C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis à la table, il y a la productrice d'Evenco assise à côté de moi. Fait que là, François Simard dit « Hey, on a une coupe de prix à faire tirer, prix de présence. » Fait que là, il dit « On a telle affaire, puis des billets dans la zone des jardins des Canadiens. » Fait que là, moi, je suis en crime. C'est donc bien hâte, c'est comme prix. Où est-ce qu'il a trouvé ça, lui? Puis là, la fille d'Evenco, qui s'appelle Valérie Hamel, je vais la nommer. Valérie Hamel a dit c'est nous autres qui les a apportés, les billets d'Evenco. Fait que là, moi, je dis, toi, tu peux, tu sais, je jase avec, j'étais assis à la même table qu'elle. Je dis, toi, tu peux y aller tout le temps, vu que tu es chez Evenco. Moi, dans ma tête, t'as comme t'as comme des billets gratuits tout le temps pour aller aux Canadiens, mais c'est pas de même que ça marche. Sinon, les Canadiens ne feraient pas d'argent. Tout le monde aurait des billets gratuits, puis il y a beaucoup d'employés chez Evenco. Ouais. Fait que là, elle dit, non, ça, c'est moi qui l'ai demandé au département des Canadiens, c'est pour un tournoi de golf, puis tu sais, c'est beaucoup plus de démarches que tu penses. Ah ouais? Je dis, OK, mais si je gagne les billets, je peux-tu t'inviter? Fait que là, elle dit oui. Fait que moi, ma stratégie, c'était de faire un pitch pour produire mon show. Tu comprends? C'était ça ma stratégie derrière ça. Chris, c'est moi qui les ai gagnés. Moi, j'ai tout aimé ton thinking business. Non, c'est vrai, t'as tout le temps des idées business, puis celle-là... Non, mais là, j'étais chanceux. Ben, c'est toi qui as été plus pour les avoir. Non, c'était au hasard. Ah, c'est au hasard? Ouais, il faisait tirer au hasard. Il n'y a pas d'encan. Non, sinon, j'aurais mis fort. Même si je n'avais pas beaucoup d'argent dans le temps. Puis, fait que là, j'ai gagne. Fait que là, elle dit, ben là, tu m'invites-tu pour vrai? Je dis, ouais, je t'invite pour vrai. Fait que là, finalement, moi, j'arrive au Canadien avec mon complet cravate, puis tout, en me disant, j'étais avec Evenco dans la zone des jardins. Valérie, elle arrive avec son chalet des Canadiens, ben relax en jeans. Là, je suis overdressed, qu'est-ce que c'est ça? Puis finalement, on a eu bien du fun durant la game. Puis là, moi, je parlais beaucoup de Philippe Bande. Puis là, j'ai dit à Valérie, parce que, tu sais, j'ai essayé d'ouvrir des portes, mais indirect, tu sais, genre, comment je pourrais... Mais c'était nouveau, Evenco. De l'extérieur, moi, c'était Philippe Bande puis Sugar Sammy. Ouais, Sugar Sammy, je sais pas quand est-ce qu'il est arrivé. Je pense qu'il est arrivé un petit peu après, même. Mais, tu sais, on voyait beaucoup de publicité. Surtout avec Bande. Puis là, fait que là, je dis... tu sais, je dis une phrase de genre, moi, comment ça coûte louer le Centre Bell? Ça, je dis. Fait que là, elle dit, ben, c'est pas mal plus compliqué que tu penses. C'est ça qu'elle m'a répondu. Fait que c'est quoi tu veux? Je dis, moi, je vais faire aller tous mes contacts que j'ai dans mon téléphone, puis je vais fouler le théâtre du Centre Bell. Mettons, moi, j'imaginais 7000 billets. Je pensais pas que le Centre Bell était si cher que ça à louer. Parce que plus que tu rentres de monde, plus qu'il y a de spectateurs qui rentrent, plus que tu rentres de staff, plus que le syndicat augmente. Là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Chaque fois que tu augmentes le Centre Bell, même si tu es rendu full à 10 000, puis tu dis, hey, on le monte ça à 14 000, le mini pourcentage que tu vas gagner de plus, il est très peu pour tout le risque que ça peut prendre. Tu me suis? Là, t'es pas avec eux autres encore, non. Tu parles déjà du Centre Bell. Ouais, parce que là, elle dit, ben pourquoi tu veux louer le Centre Bell? Fait que là, je dis, ben moi, je connais bien du monde. Tu sais, genre, je pense qu'avec ma gragnole puis mon petit following que je me suis créé jusqu'à date, je pourrais mettre 7000 personnes dans le Centre Bell. Puis, avec le profit que je vais faire, je vais me produire en région. Fait que là, elle dit, OK, c'est pas fou de l'extérieur, mais ça coûte pas mal cher que tu penses louer le Centre Bell. Fait que, mais il faudrait que tu mettes les billets à 100$ si tu voudrais faire ce que tu dis, tu sais. Fait que là, elle dit, écoute, arrive-nous avec un plan, puis on va l'écouter, nous autres, Evenco, ton plan d'affaires. Tu comprends? Sans nécessairement que ça inclut le Centre Bell à louer. Tu sais. Okay. Mais en fait, c'est que si t'as le vent dans les voiles, t'es la vedette du jour, comme le Pierre-Yves Roy des Marais de ce monde. Okay? Oui. Là, les boîtes de production vont venir cogner à ta porte. Puis là, tu vas avoir les gros bouts de choses pour négocier. Mais moi, je croyais pas que j'étais la saveur du jour. Fait que d'avoir un pitch à faire, là, il y a beaucoup plus d'étapes que Pierre-Yves Roy des Marais, mettons. Ben, il y a beaucoup de talent, puis il travaille fort, Pierre-Yves, c'est pas ça que je veux dire, mais dans les coulisses, mettons,
le one-man show, moi, je croyais pas que j'étais à Saveur Joe. Fait que c'est pour ça que le pitch devait être fort. Puis c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'étapes pour me rendre là. Tu comprends? OK. Ouais. Là, je recule loin. Ouais. Dans ma mémoire, Guy Latraverse, quand il s'occupait de Yvon Deschamps, ouais. Ben, c'était lui le producteur puis c'était lui l'agent en même temps, mettons? Je pense que oui. Mais ça, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que non, oui. mais dans ma tête, c'était comme ça. Ouais. Il y a un détachement qui se... Pourquoi l'agent... Non, il y en a des fois qui sont dans la même boîte. Ouais, OK. Ouais. Moi, il y a un couteau à double tranchant. C'est que si ton gérant, c'est lui qui négocie ton contrat de production, mais ton gérant est dans la même boîte de production que toi, c'est là, t'es comme genre, OK, parfait. Tu comprends? J'engage quelqu'un pour négocier la maison que je veux m'acheter, mais la personne qui je demande de négocier le prix de la maison, c'est la personne qui vend la maison. Ouais. Tu comprends? C'est un peu la même affaire. Okay. Tu me suis? Ouais. Il y a un couteau à double tranchant. Fait que tout ça pour revenir à Kevin Co. Oui. Après ça, fait que là, moi, j'avais travaillé un petit peu avec Joseph Saint-Gelais. Mm-hmm. OK? Un petit peu pour préparer mes numéros dans la route vers Montpellier, juste pour Joseph Saint-Gelais faisait la mise en scène de Philippe Bond. Fait que j'ai demandé à Joseph, t'es-tu game de m'aider dans mon pitch avec Kevin Co? Fait que Joseph m'avait endossé pour dire, oui, Étienne est à son affaire. Fait, avec le recul, je n'étais pas autant à mon affaire que Louis-Josiane, mais il a aidé dans le pitch pour Evenco. Fait qu'à partir de ce moment-là, signe un contrat avec Evenco pour partir mon one-man show. Evenco voulait beaucoup mettre de... Evenco s'était fait reprocher d'être une compagnie québécoise puis de juste engager Katy Perry. Tu comprends? Du monde de l'extérieur du Québec. Fait qu'il y avait un besoin, je crois, sincèrement humain, de vouloir redonner au Québec, mais aussi pour leur image. Fait que de produire, ils ont produit aussi... ils ont-tu fait Emmanuel Bilodeau? Je pense qu'ils ont fait Emmanuel Bilodeau. Ça se peut. Valérie Blais. Oui, Valérie Blais, c'est eux autres. Ça, je suis sûr. Oui. Corinne Côté. Oui. Moi. Sylvain Larocque, je pense. Sugar Sammy. Philippe Bond. Fait que, tu sais, ça, c'était leur façon de redonner. Puis moi, ils ont investi plusieurs centaines de milliers de dollars sur mon one-man show. Puis moi, j'étais stressé parce que je voyais après une cinquantaine de shows que ça allait pas se rembourser un jour au lendemain. Tu comprends? Puis, tu sais, il m'avait répondu, Étienne, on fait venir YouTube 2 fois au Centre Bell, puis on a remboursé ton one-man show. Tu sais, stresse-toi pas avec ça. Là. Tu comprends? C'est des subventions, puis on redonne à... Fait que moi, j'ai vécu une belle expérience. La grosse première à Albert Rousseau à Québec, la grosse première au Saint-Denis à Montréal, mais j'ai pas vendu assez de billets pour que Evenco ait le goût de reproduire un deuxième, puis ou une autre boîte dise hey, ça a tellement bien été. J'ai vendu 17 pour jouer du White Frank Tour, j'ai vendu 17 000 billets. Sauf que pour être break-even, il aurait peut-être fallu que j'en vende 30. Dans le contrat, est-ce qu'eux se repayent avant de te payer toi? Parce que j'avais déjà entendu une rumeur il y a plusieurs années, puis on s'en est jamais parlé. Pierre Légaré. Pierre Légaré, ça avait parti vite, mettons. Dans le temps. Puis, je me souviens pas de la boîte qu'il produisait. Puis, à un moment donné, il avait expliqué que il dit, c'est beau, là, tu sais, j'ai fait beaucoup de spectacles, mais si la boîte a investi 200 000 parce que dans ça, là, c'était les posters, c'était les pages dans le Journal de Montréal. Oui, il fallait qu'ils se remboursent. Faut qu'ils se remboursent. Faut que les autres se remboursent avant que toi, tu sois payé ou tu as un pourcentage, puis... Non, il faut qu'ils se remboursent. Faut qu'ils se remboursent. Oui, il faut qu'ils se remboursent. Là, mais avec l'Union des artistes, là, j'ai commencé en tapant sur l'Union des artistes, mais selon l'Union des artistes, c'est toujours un cachet pareil, même si tu as cette entente-là. OK. Fait que moi, j'avais choisi le minimum de l'Union des artistes, de l'artiste principal d'un spectacle de scène, qui n'est pas beaucoup de dollars, mais parce que moi, je voulais qu'on se rembourse le plus vite possible. OK. Mes techniciens ont fait plus d'argent que moi sur ma tournée. Sur ton premier show? Il s'appelait comment ton premier show, là? Il s'appelait Excessif. Excessif, oui. Puis, parce que je suis un gars excessif dans la vie, juste avec les exemples que je te donne là. Puis, parce que j'avais un numéro sur le gambling. Okay. Moi, je suis un gambler, fait que je parlais de tout mon processus de cheminement de gambling. Puis, je trouvais que c'était un sujet qui n'avait pas été parlé au Québec. En fait, c'est Joseph Saint-Gelais qui m'a forcé. Okay. Il m'a dit, je veux t'écrire de quoi. On le mettra peut-être pas dans ton show, mais je veux que tu te forces à écrire de quoi là-dessus. Fait que là, je dis, mais je sais pas comment écrire un numéro aussi personnel que ça. Puis il m'a fait appeler Patrick Gros. Fait que j'avais appelé Patrick Gros. Patrick Gros m'a dit, il dit, moi, j'ai déjà forcé Pat Gros à en écrire un personnel, parce que Joseph a fait la mise en scène de Pat Gros aussi, à en écrire un personnel. Fait qu'appelle Patrick Gros, j'avais aimé de la manière qu'il avait réussi à s'en sortir. Puis Pat Gros m'avait reçu chez eux dans le temps, son ancienne maison à Saint-Colomban. Il était super fin. On a pris un café ou deux, puis il m'avait dit, gars, je te souhaite ce processus-là. Fait que j'avais écouté le processus à Pat Gros. Je m'étais loin, je chalet tout seul pendant 3 jours. OK. J'avais écrit mon histoire plate de gambler.
Puis après ça, une semaine plus tard, j'avais relu mon histoire avec le truc. Je le donne, le truc que Patrick m'a donné. Il dit, relis ton histoire comme si c'était quelqu'un d'autre. Toi, là, t'es pas toi. Le texte, que c'est quelqu'un d'autre. Puis juge énormément chacune des actions que la personne a faites dans son numéro. Tu me suis? Oui, très bien. Puis après ça, il y a des gags qui vont devenir. Puis c'est le même que j'avais réussi à écrire. Ouais, c'est le même que c'est écrit. C'est tout Pat Gros qui m'avait... Puis Joseph avait fait une excellente mise en scène aussi, mais c'est tout Pat Gros qui m'avait aidé à débloquer ce numéro. Tantôt, tu as dit un point, puis ça me pop encore en tête. Tu as dit que Joseph Saint-Gelais, il a dit Étienne est à ses affaires. Hein? Pas autant que Louis-José, mais tu sais... Non, ça, c'est moi qui le dis. C'est pas Joseph qui l'a dit. C'est quoi la différence? Il n'y a personne. Non, il n'y a personne qui est autant son affaire que José. Avec toi qui commençait et qui avait le goût de tout casser, tu avais le goût de te partir, c'était des premiers pas. C'est quoi la différence d'un humoriste qui, comme tu dis, t'étais peut-être un peu moins à tes affaires, mais Louis-José, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, Louis-José, c'est un gars très discipliné. Là. Je pense que c'est lui qui est le plus discipliné dans le milieu. Là, lui, à chaque fois qu'il en parle, il dit qu'il ne l'est pas tant que ça, mais il l'est. Puis moi, j'avais vu Philippe Bande. Philippe Bande, il était à Énergie. Oui. Puis moi, j'étais à C'est quoi? Tu comprends? Puis je m'en sortais bien, c'est quoi, là? En toute humilité, ça a toujours bien été à la radio. Puis Philippe donne l'impression de l'extérieur que c'est facile d'être drôle. Il compte des anecdotes, puis de l'extérieur, ça a l'air facile d'être drôle. Fait que là, moi, je me disais, que je vais faire la même affaire que Philippe Bande. Tu comprends? Ça va être la machine. Moi, ça va être facile de trouver des gags, mais j'ai pas autant de facilité que Phil ou que Louis-José ou que n'importe qui d'autre. Fait que quand Louis-José a déjà dit, je suis pas assez talentueux pour être paresseux. OK. Tu comprends? Mais moi, j'étais plus paresseux que talentueux. Fait que malheureusement, mon show était pas mauvais. Les critiques étaient quand même bonnes. Ils étaient pas les plus... c'était pas genre 10 sur 10, mais j'avais eu des bonnes critiques. Le Beau-Charré était quand même pas mauvais, mais il manquait une coche pour faire genre... j'ai le goût le Beau-Charré, tu sais. Oui. À la Simon Gouache ou Simon Leblanc. T'as pas un script... T'avais-tu un script éditeur dans ce temps-là? Patrick Bergeron. OK, c'est bon. Son surnom, Pachaft. Qui travaillait avec C'est quoi? Pachaft. Il travaillait, il était sur... du nom, là. C'était mon script éditeur à la radio. OK. Fait que c'est pour ça que je l'avais pris. Pasteur, il travaille pour Juste pour rien. OK. Puis là, le show fini, là, j'ai plus de producteur, j'ai plus de gérant. Fait que ma tête de cochon d'entrepreneur dit, je vais m'auto-produire un autre show parce que j'avais le goût de repartir. Fait que j'ai pris le téléphone, puis avec l'aide de ma blonde au début, je me suis trouvé une 40aine de salles pour aller jouer. J'ai fait plus d'argent avec ça qu'avec mon one-man show chez Evenco. OK. Mais j'ai eu plus de visibilité avec Evenco. Je regrette rien qu'Evenco, c'est pas ça que je dis, mais là, vu que c'est moi qui avais appelé la salle, puis je la foulais avec mes médias sociaux ou en première partie de Pierre Hébert, parce que la deuxième tournée de Pierre Hébert, son show qui s'appelle Le goût du risque, la fin de sa tournée, c'est moi qui faisais la première partie. Fait que là, mon show s'appelait À Contresens. Il m'est arrivé par la force des choses, l'Olympia, le théâtre Olympia, qui est la première fois que je suis allé voir un show dans ma vie, c'est Daniel Lemire à l'Olympia. Quand j'avais 12 ans, mes parents m'avaient amené là. Ouais, fait que moi, je m'étais toujours dit, un jour, je vais jouer à l'Olympia. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais par la force des choses, une fille qui était beaucoup impliquée dans l'humour se ramasse à l'Olympia puis dit, on aimerait savoir plus d'humoristes de la relève à l'Olympia. Mais notre salle est trop grosse. Fait qu'il faisait une formule cabaret. Il enlevait tous les sièges du parterre. Il faisait une formule cabaret, comédie club avec des petites chandelles sur les tables, comme si on était au bordel ou dans un comédie club aux États-Unis. Puis il faisait cette formule-là avec le balcon fermé qui rentrait peut-être 400-500 personnes. Fait que moi, j'ai fait ma première à l'Olympia grâce à cette fille-là qui m'a dit « On veut faire parler de cette formule-là ». Finalement, je ne sais pas pourquoi ça a tombé. Puis il m'assurait un cachet. Il ne m'allouait pas. Il ne me louait pas la salle, il m'assurait un cachet parce qu'il savait que ça allait être difficilement rentable en formule cabaret. OK. Ouais, t'as pas un gros cachet, mais quand même un assurant. J'ai loué, il y a des places, c'est que c'était des salles communautaires. Je louais des salles communautaires. J'ai joué même à Sherbrooke, puis à Drummondville. J'ai loué l'auditorium d'une école secondaire. OK. Ouais, à Sherbrooke et Drummondville. Les personnes, les responsables des salles, je me suis pris trop dernière minute pour leur demander si je fallait jouer dans leur place. Fait que je voulais pas passer à côté du fait que Pierre jouait à Drummond une couple de soirs. Fait que là, je le pluguais subtilement là, parce que c'était pas avec le diffuseur, puis je voulais pas me mettre le diffuseur à dos non plus. Fait que
C'était des. Puis il y a des auditoriums d'école secondaire. Il y en a des. C'est-tu beau ou belle? C'est-tu un ou un auditorium? Je vais dire un auditorium. Ali, en a de ça, non? Ah, Ali va me trouver ça. Un? OK, mais bref, tout ça pour dire, il y en a des beaux. Oui. OK, beaux, belles. Oui. Il y en a des yels. Puis, t'es fin, Ali, merci. Puis, c'est pas cher. Non, c'est vrai que c'est pas cher. C'est pas cher. Puis c'était d'une vraie salle de spectacle pareil. C'est juste que des fois, le plan de salle n'est pas fait. Fait que là, j'appelais le point de vente. Puis là, je disais, je joue dans cette salle-là. Puis là, on n'a pas le contrat là, mettons? Non, on n'a pas le dessin des billets, là. Okay, la salle, le plan de salle. Oui, on n'a pas le plan de salle, exactement. Fait que là, justement, hey, regarde, il rentre 500 personnes. Je vais vendre 400 billets. J'affoulerai pas. Fait que là, le point de vente dit, qu'est-ce que tu veux dire? Mais, admission générale. Fait que s'il reste 100 places, il n'y a personne qui va chialer. T'sais. Tandis que si c'est à la place près, il y en a qui vont chialer. Un auditorium est un nom masculin. OK, merci Ali. Merci. Fait que c'est ça que j'ai fait, à contresens. Le deuxième show s'appelait comment? Excessif à contresens. À contresens. Oui, à contresens. Parce que justement, avec mon autoprod, je voulais y aller à contresens. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était à la mode dans ce temps-là? Non. D'être en autoproduction? Non. C'était nouveau? Il a fait plein... je n'étais pas tout seul, là, mais je sais que j'ai fait des petits parce qu'il y en a plein qui me posaient des questions. OK. Tu comprends? Fait que là, mettons, le cégep de Trois-Rivières. La gang de Trois-Rivières, eux autres, ont tout le temps été super cool. Oui. Même dans mon affaire que je te parlais tantôt de incomplet, eux autres, ils avaient embarqué. Okay. La gang de Trois-Rivières a tout le temps été super bien. C'est une belle petite salle. La majorité des diffuseurs ont tout le temps été super cool avec moi. Mais, c'est une belle salle, la salle du cégep. Mais avec Pierre, il faisait... c'est quoi déjà le nom de la salle à Trois-Rivières? Ali? Thompson. J. Antonio Thompson. Mm-hmm. Puis, avec un ou deux soirs, J. Antonio Thompson, j'ai foulé la salle du cégep avec Pierre, en faisant la première partie de Pierre. J'ai foulé la salle du cégep puis mes médias sociaux. Fait que là, je suis sold out à la salle du cégep, qui est 400 places environ. Puis là, j'ai un bon deal. Ils m'ont fait un bon deal de la porte. C'est un partage de porte. Ils m'ont fait un bon deal. Ils se remboursent combien que ça leur coûte, puis après ça, ils font un pourcentage avec toi, mettons. Exemple, leur staff puis la location, ça coûte 2000$. Fait que là, on se rembourse le premier 2000$, puis après le 2000$, on fait 70-30. On te donne 70% du reste de l'argent à toi. Oui. Puis 30, nous, on se garde 30. Ou des fois, il y a des salles qui font 50 dès le premier billet vendu. Mettons, au 10-30, j'ai vu ce deal-là. Je sais pas si c'est encore ça, je ne vais pas m'avancer, mais au club 10-30, dès le premier billet vendu à 30$, 15$ à la moins, 15$ à l'heure. Tu comprends? C'était ça. Oh. Fait que là, on fout la place. T'sais. Fait que, mettons, tu vends 300 billets à 30$ chaque. 3 x 3, ça fait... 3 x 3, 9. 9. 3 x 3, 9. Fait 9000. Ouais. 9000 divisé en 2, 4500. Oui. Mais quand tu dis que tu foulais avec Pierre, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que je faisais une première partie de Pierre. Je faisais un genre de 10 à 15 minutes de numéro en première partie de Pierre. OK. Puis là, à la fin du show, Pierre, quand il dit... il a fini son spectacle. Il dit hey, merci beaucoup, on donne un moment d'applaudissement aux gens de la salle, à mes techniciens, puis à Étienne en première partie. Je remontais sur scène, Pierre me donnait un micro, puis là je disais hey, s'il y en a qui ont nous venez me voir, dans 6 mois, je suis dans la salle. Okay. Fait que c'est ce que je veux faire avec mon nouveau one-man show qu'on parlera dans le 2e épisode. Ouais. Puis dans le prochain épisode, Seb, on va embarquer sur les pièces de casse-tête qui fait que je pars un nouveau show. Hein. Parfait.